Destin mécanique. Depuis toujours, je suis fasciné par les véhicules à moteur et cette passion ne m'a jamais quitté. En grandissant, j'ai découvert un autre plaisir, celui d'écouter les gens me raconter leur vie. C'est en réunissant ces deux univers que l'idée de ce podcast est née. Je vous emmène à la rencontre de ces femmes et ces hommes, inconnus ou méconnus, qui vivent cette passion à travers leur métier, la compétition, la collection, le rare et sous bien d'autres formes encore. Laissez-moi vous partager ces parcours captivants, remplis de défis, d'émotions et parfois de nostalgie. Je suis Laurent et vous écoutez Destin mécanique. Destin mécanique, quand les battements du cœur se comptent en tours minutes. Soyez les bienvenus et merci de prêter l'oreille à ce nouveau numéro de Destin mécanique, le podcast 100% passion et 100% moteur. Le 3 janvier 2026, je tombe sur une vidéo sur Facebook. Quelques images simples, presque brutes, et une voix off qui raconte. Départ ce matin de Philippeville, avec la famille, les amis. C'était très chaleureux. La neige était de la partie, je me doutais qu'en partant le 2 janvier, je n'aurais pas un grand soleil et 20 degrés. Ces mots accompagnent une scène silencieuse mais forte à la fois. Un motard, une Africa Twin bien chargée, et autour de lui des gens emmitouflés dans le froid du matin, venus dire au revoir. Il y a des sourires, des gestes bienveillants et des regards qui en disent plus que les mots. Un dernier signe de la main, quelques coups de klaxon, et la route enneigée qui l'engloutit lentement. Ce motard c'est Franck, et à cet instant précis commence un voyage de plus de 20 000 km, une traversée jusqu'au bout du continent africain, jusqu'à Cape Town. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma rencontre avec Franck. Et ensemble, on va dérouler le fil de cette aventure et savoir ce qui se cache derrière ces kilomètres. Franck, bonjour. Bonjour Laurent. Alors avant de rentrer plus en détail dans ton récit de cette incroyable aventure jusqu'à Cape Town, j'aimerais que l'on parle de tes débuts dans la moto. Alors ma toute première question sera relative à l'origine de ta passion pour la moto. D'où vient-elle et quel a été ton parcours de motard débutant ? Ma passion pour la moto m'a été transmise par le compagnon de ma maman quand j'avais 6 ans. Il avait une Suzuki GSX-R et j'avais le plaisir de mettre son casque et ses gants et aussi de le regarder partir à moto. Et il m'a transmis la passion de cette manière. Ensuite, comment tu as concrétisé ça ? Alors ensuite, j'avais mes yeux pour continuer dans la passion parce que mes parents n'avaient pas les moyens pour m'offrir une moto. Mmh. Mais vers l'âge de 12 ans, je travaillais dans une ferme par plaisir, c'était pas un job d'étudiant. Ouais. Et là-bas, il y avait une petite Kawasaki, c'était une KX 80, je pense. Bref, une petite moto de temps qui servait à rassembler les vaches avant la traite. Et donc, une fois par jour, voire 2 fois, parce que c'était pas toujours moi qui pouvais le faire, je pouvais prendre la moto et aller chercher les vaches. Mais bon, ça, c'était uniquement pendant les grandes vacances, quoi, tu vois. Et puis après, de mes 14 à mes 18 ans, j'ai plus de moto. Et à 18 ans, j'ai eu un scooter. Et à 19 ans, j'ai acheté une XR 250, c'est une enduro. Oui, tout à fait. J'avais fait un job d'étudiant qui m'a permis d'acheter cette moto. Et puis là, j'allais rouler en enduro avec des copains. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Là, tu as le permis ? J'avais le permis, oui. Ok. Oui. Dans tes débuts de motard, est-ce que tu avais des sportifs, des pilotes qui t'inspiraient particulièrement ou bien pas forcément ? Mais il y avait Stéphane Everts et j'ai toujours aimé le sport moteur, mais j'ai jamais été très fort pour retenir le nom des pilotes. En tout cas, Stéphane Everts, évidemment, il était très inspirant à l'époque de la citadelle de Namur. C'était vraiment quand même une icône pour la Belgique, quoi. Entre cette XR justement et la moto dont on va parler, la moto de ton aventure, qu'est-ce que tu as possédé, entre autres, si tu peux résumer ? Alors,
Après l'XR, j'ai eu une KTM 250 de temps, enfin j'ai eu quelques enduros. Et puis ma première moto de route, ça a été une CB 125 ou CBR 125 parce qu'elle avait déjà un petit carénage. Et puis j'ai acheté, alors que j'avais, je pense que j'avais 28 ans, une moto entre guillemets de vieux. C'était une K1100 LT, Oui. donc de 95 je crois, qui étaient les anciennes motos de la gendarmerie, enfin de la police. Et il l'utilisait aussi pour le Tour de France. Et donc j'avais un ami qui avait une Honda très moderne. Moi j'avais cette vieille BMW et on est parti à deux jusque Cahors. Oui. Tu vois, le sud-ouest de la France. C'était mon premier voyage moto. Donc c'était mes débuts sur la route. Et c'était vraiment très agréable. Et après, j'ai eu d'autres enduros, et puis j'ai eu d'autres motos de route. Voilà, j'ai eu principalement BMW et Honda. La moto qui t'a laissé le meilleur souvenir, on peut dire que c'est la 400. C'était particulier, ouais. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'en avais racheté une, mais j'aime pas chipoter. Tu vois, je fais un peu de mécanique, mais légère. Et il y avait souvent des petits travaux à faire, donc j'ai préféré m'en séparer. Donc premier road trip en 400 LT. 400 LT. Voilà, donc les premières aventures, on va dire. Pare-brise électrique, la radio. Le palace. C'était génial. Merci en tout cas de partager tes débuts. On va parler du présent et de cette aventure. Alors, la première idée qui te vient d'aller rejoindre Cape Town à moto, ça vient d'où? De manière générale, j'aime l'aventure. Et j'aime la moto. Et puis j'ai vu un gars sur YouTube qui faisait ce voyage. Et je me suis dit, c'est une bonne idée. Et je vais faire la même chose. Mais c'est quoi l'élément déclencheur qui a fait « Ok, go, j'y vais » quoi? Est-ce qu'il y a un événement particulier ou c'est venu naturellement comme ça? Moi, c'est plus sur un coup de tête que ça marche. Et donc, le coup de tête, je l'ai eu au mois d'avril, il y a à peu près un an. Donc ça veut dire combien de temps? 8 mois avant que je fasse l'aventure à peu près, quoi. Ouais. Où l'idée a commencé à germer. Des idées, j'en ai beaucoup. Oui. Mais si elle reste 2-3 mois dans ma tête, Ah oui. je sais que je dois y aller. Parce que j'en ai plein sinon. Mais celle-là, elle est restée. Et donc, 2-3 mois après, c'est-à-dire vers le mois de juillet-août, là, j'ai commencé à en parler à ma femme. Oui. Et c'était validé. Et après, je me suis dit, là, on va vraiment mettre les choses en place. Vers septembre, j'ai commencé à faire tout ce qu'il fallait, quoi. Donc je voulais justement parler de tes préparatifs. Le premier préparatif complet sans parler à ta femme, en fait. C'est la première démarche administrative. Ouais, mais ça n'a pas été compliqué parce que j'ai une femme atypique et voilà, elle sait que si je fais quelque chose, c'est pour être mieux après. Et donc elle respecte le fait que je prenne des libertés. Le second préparatif, c'est quoi? Tu as commencé par l'administratif, tu as tout de suite cherché un itinéraire La première chose que j'ai vraiment fait, c'est les vaccins. Enfin, j'ai pris un rendez-vous pour être sûr de ne pas être trop tard, quoi. Oui. Et j'étais bien, donc ça c'est la première chose que j'ai faite. La deuxième, c'était regarder les nombreuses vidéos de cette personne sur YouTube. Et la troisième, ça a été de chercher une moto que j'ai trouvée un mois avant de démarrer. Ouais. Mais voilà, j'avais aucun itinéraire de prévu. Aucun. Ah oui. Je savais juste les pays dans lesquels j'allais passer, parce que c'était important pour moi de le savoir par rapport au visa, que j'ai dû aller... il y en a 3 que j'ai dû aller chercher en Belgique. Ouais. Sinon, les autres, c'était des e-visas. Mais non, tous les jours, je préparais mon itinéraire pour le lendemain. Et voilà, donc je n'ai pas préparé d'itinéraire, ni d'hôtel. Ouais. Même le premier jour, j'ai dormi à Lyon. J'ai réservé mon Airbnb 2 heures avant d'arriver à Lyon. Okay. Parce que je ne savais même pas si j'arriverais à Lyon avec le gel, enfin avec la neige, le froid. Ouais. Les personnes qui nous écoutent et qui veulent un peu s'inspirer de ce que tu as fait, tu recommandes de faire comme ça? Pour toi, ça fait partie de l'aventure, ou avec le recul, maintenant que tu es rentré, tu dis ouais, ok, prévoyez peut-être ça autrement? Est-ce que tu as l'impression que tu as fait les choses dans l'ordre qu'il fallait les faire? S'il y a quelque chose que je ferais autrement, c'est, donc je viens de parler des e-visas, je ne ferai pas de e-visa. Je dirais, je regarde la marge de temps qu'on a de validité du visa et je prendrai tous mes visas en Belgique en ambassade, même si ça demande beaucoup de temps. Et au moins, on est tranquille parce qu'il y a eu beaucoup de soucis avec ces fameux visas. Mais je trouve que sans avoir fait ce voyage,
Enfin, moi, c'est pour ça que j'avais rien préparé, parce que je ne savais pas combien de temps je voudrais rester à quel endroit. Et j'ai bien fait, parce qu'il y a des endroits dans ma tête où j'allais rester 2 semaines et je suis resté 2 jours, et l'inverse aussi. Donc, personnellement, je referais la même chose. Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de te dissuader de faire cette aventure? Il y a énormément de gens qui ont essayé de me dissuader. Ça m'a rappelé les débuts de mon entreprise, parce que moi, j'étais employé. Et quand j'ai voulu devenir indépendant, il y a 5% des gens qui m'encourageaient et le reste me dissuadait. C'était la même chose pour ce voyage. Et comme pour mon entreprise, les seules personnes qui m'encourageaient, c'est ceux qui avaient déjà fait l'Afrique. Bon, pas toute la traversée, mais qui étaient déjà allés en Afrique. Les autres me disaient de ne pas le faire. Est-ce que tu avais des contacts avec des locaux quand même pour le logement? Tu nous as dit que tu réservais ça en ligne, mais est-ce que tu avais des points de chute ou des gens chez qui tu devais passer absolument Non, je suis parti vraiment dans l'inconnu. Je savais les pays que j'allais traverser, mon point de départ, mon point final, c'est tout. Et les gens chez qui je suis allé dormir, c'est des gens que j'ai rencontrés en cours de route, quoi. Ok. Par exemple, j'ai rejoint Christophe à Abidjan. Eh bien, lui, je l'avais rencontré au Maroc. Et il n'était pas à moto, il faisait du parapente avec un ami dans l'hôtel où j'ai logé. Il a vu ma moto, on a discuté, on a pris le petit-déj ensemble. Et puis il a dit, quand tu arrives à Abidjan, si tu veux, tu m'appelles et tu viens dormir chez moi. Incroyable. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Est-ce que tu peux nous dire quand tu as commencé ta recherche de financement et de sponsoring et comment tu as été reçu quand tu as présenté un peu ton projet? Alors, comment j'ai fait ma recherche? J'ai fait un petit dossier avec l'aide de ChatGPT, pour être honnête. Après, il racontait la vérité, le dossier, mais c'était plus facile de la rédaction d'utiliser ChatGPT. Et je l'ai envoyé par mail à un tas de personnes que je connaissais. Et seules 6 entreprises, c'est ma famille et mes amis, en fait. Enfin, je crois que c'est 6, je ne sais plus. En gros, ont accepté de me sponsoriser. Il y a des entreprises où je pensais vraiment qu'ils allaient me répondre parce qu'ils étaient dans le monde de la moto. Ils n'y ont pas cru. Il y en a qui m'ont même pas répondu. Bon voilà, il n'y a pas de souci. Il y en a qui regrettent depuis, je pense. Peut-être. Parce qu'il y a quand même eu une belle communication. Une belle retombée, oui. Ouais. On parle de ton choix de moto. Pourquoi l'Africa Twin? J'ai choisi l'Africa Twin parce que on m'a conseillé de rouler en Honda en Afrique. Il semblerait que ce soit plus facile de trouver des pièces si on tombe en panne. Avec du recul, je dirais que les 3 garages que j'ai faits travaillaient tous les 3 sur des BMW aussi. Donc je dis BMW parce qu'au départ, j'hésitais entre une GS et une Africa Twin. Oui, naturellement. Ouais. J'ai pas vu plus de Honda que de BMW. J'ai vu très peu de motos, en fait. Il y avait beaucoup de motos chinoises, là, les 125, les 150, des motos taxis et tout. Mais des motos d'une cylindrée plus importante, utilisées pour le loisir, j'en ai vu très très peu. Je les compte sur les doigts de la main. Achetée neuve, ton Africa? Non. Elle avait 24 000 km. Je l'ai achetée 1 mois avant de partir. Tu as acheté la moto 1 mois avant de partir? 1 mois avant de partir. Je l'ai achetée d'occasion à Charleroi, chez un particulier. J'ai eu un bon feeling, elle était propre. Elle avait 24 000 km et je suis allé au contrôle technique. Et je pense que je suis allé une fois à Bruxelles chercher un visa avec. Donc avant de partir, j'avais à peine fait 200 km. Ouais. Mais voilà, je roule souvent en moto. Oui. Je sais que c'est une Honda, c'est une grande marque, quoi. Ils ont fait leurs preuves. Oui. Mais il a fallu le temps au début que je m'acclimate à la moto, quoi. Ouais. Par rapport à sa préparation, tu as fait quelque chose de spécifique? Non. Et, franchement, tout était d'origine. À part les valises qui étaient montées sur la moto, c'était des valises JV. Donc c'est pas des valises Honda. Mais sinon, j'ai absolument rien changé. C'est les jantes d'origine, l'échappement d'origine. Il n'y a pas de protection pour le filtre à air. Il n'y a pas de phare additionnel. J'ai pas de poignée chauffante, pas de régulateur de vitesse. Je critique pas ceux que je vois préparer leur moto comme pour un rallye raid alors qu'ils vont traverser l'Afrique. Mais moi, je vois pas trop le but. Mais bon, voilà, chacun fait comme il veut. Moi, en tout cas, j'avais rien fait. Bagagerie, tu avais quelque chose de particulier en plus des valises? J'avais acheté sur AliExpress la marque Rhino Walk.
parce que c'était beaucoup moins cher. Et c'est vrai que quand j'y pense, j'ai fait ça comme ça, sans me rendre compte que je faisais 22 000 km. Bah écoute, c'est bien que tu y penses maintenant. J'y pense maintenant. Mais en fait, ce sac a super bien tenu, alors qu'il a pris des vibrations et tout, vraiment parfait, quoi. Et c'est tout. J'avais 2 petites sacoches aussi sur les protections en l'avant, les barres de protection, dans lesquelles j'avais mis des outils. Et j'avais aussi acheté une trousse à outils rigide sur AliExpress que tu peux fixer sur l'armature des valises. Ouais. Et tout ça a tenu jusqu'au bout. Ouais. Incroyable. Super. C'était quoi ton niveau de mécanique en partant? En fait, j'ai un niveau de base. Écoute, je sais changer une bougie, changer des pneus. Changer un kitchen, c'est un peu pour que les personnes qui nous écoutent puissent se situer. Changer un kitchen, changer des plaquettes. J'ai déjà, à l'époque, changé un piston sur un moteur 2 temps. C'est relativement facile si on est propre. Mais ça s'arrête là, quoi. Voilà, je sais pas remplacer un moteur. Je fais pas l'embrayage moi-même, tout ça. Je fais de la mécanique de base. Oui, c'est un niveau de base. Un bon niveau de base, c'est suffisant. Ouais. Tu n'as pas rencontré tes limites mécaniques là-bas, quoi? Non. Okay. Mais je savais jeter un œil sur ce qu'il fallait. Voir ma chaîne est bien tendue, mes plaquettes ne sont pas trop usées. Tu vois, voilà, faire un bon check-up moi-même, quoi. Oui, ça, t'as ça par rapport à ton expérience de motard. Ouais, mais si on l'a pas, c'est tout ce qu'on retrouve dans le manuel d'utilisateur. Oui. C'est ça. Ouais. C'est les pièces d'usure et voilà. Au niveau de ton équipement, tes vêtements, de ton casque, avec quoi tu es parti? Je sens qu'il va encore avoir du AliExpress. Non, c'était pas AliExpress. C'était un équipement Revit. Oui, de bonne facture. Oui, quand même. Bonne facture que j'ai acheté il y a presque 10 ans. Mm-hmm. Il est encore très bien, donc voilà, j'avais cet équipement-là. Et j'avais des bottes d'enduro, enfin de cross enduro Alpinistar, les Tech 7, et j'avais un gilet de protection Revit. Et ça, si c'était à refaire, je le ferais pas comme ça. Tu prendrais quoi? Je prendrais une veste été dans laquelle sont intégrées les protections. Parce que, tu vois, j'ai pris ce gilet pour rouler sans veste, mais en fait, déjà, le gilet, il est très collant, il est noir, et aussi, si tu tombes, il absorbe les chocs, mais il ne résiste pas à l'abrasion. Ok. Donc, j'aurais pris une veste été. Et si je redémarre à la même date un jour, eh bien, c'est déjà un peu ce que j'ai fait. Mais une fois que tu arrives au Sénégal, quand il commence à faire bon, tu renvoies un colis en Belgique avec... j'ai renvoyé une partie de mon équipement parce que j'avais beaucoup de couches en plus au départ. Ouais, le bon conseil, ça. Ouais, tu renvoies un colis et tu peux travailler dans l'autre sens aussi. Depuis la Belgique, tu envoies un colis dans un hôtel. Ça marche très bien, DHL et tout. Ouais. Au niveau du casque, t'es parti avec Le quoi? casque, c'était un LS2, MX quelque chose. Ça, je l'avais acheté il n'y a pas longtemps en Allemagne. Et j'étais super content. Il a un beau look. Et il était très hermétique quand je fermais la visière. Ouais. Vraiment un bon casque. Tu avais des pièces de vêtements ou d'équipements en doublon? Non. J'avais très peu de bagages par rapport à certains de nouveaux que je vois. Qui prennent... j'ai déjà vu des motos surchargées. Et moi, j'avais une valise avec tout le matos de camping. Réchaud, gamelle, tout ça. Ça n'a pas servi. Donc, imagine, il y a déjà une valise que j'aurais pu faire sauter. Avec ma tente, je m'en suis pas servi. Et dans l'autre valise, j'avais pris un pantalon et une vareuse Honda de cross, parce que je comptais faire des vidéos dans les dunes et tout ça. Mais comme j'ai cassé ma caméra à la fin, j'ai pas su faire cette vidéo. Donc, cet équipement m'a servi à rien. Et là, j'avais aussi quand même quelques pièces de rechange et une deuxième paire de gants, je crois. Donc, en gros, tous mes vêtements étaient dans ce sac souple qui était sur la selle passager. J'avais besoin de rien d'autre. Je roulais tous les jours, tout le temps. J'avais quand même un jeans, un pantalon type Décathlon, quelques t-shirts, un gilet, un pull. J'avais besoin de rien de plus, quoi. Le matériel que tu as pris et qui était inutile, dont tu aurais pu t'en passer, c'était ton matériel de camping. Ouais, parce que... il n'y a pas des campings comme on trouve en France et tout. Et les endroits où tu peux mettre ta tente un peu en sécurité, souvent c'est dans le jardin d'un gîte ou d'un hôtel. Et si tu payes quelques euros de plus, tu as accès à la chambre. Et après une journée sous 40 degrés,
Et aussi, moi, les jours où j'étais pas à l'aise, eh bien, j'étais bien content de trouver un hôtel et de dormir dans une chambre. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes de ne pas avoir pris, par exemple? Un truc qui t'a manqué quasi tous les jours Ce qui m'a le plus manqué, c'est une veste de moto été au lieu de ce gilet, quoi. Ok. Et le régulateur de vitesse sur la moto. Parce que, bon, déjà, moi, j'ai choisi de prendre l'autoroute pour arriver jusqu'au Maroc. Oui. Mais même après, en Afrique, tu as des fois des très longues portions, notamment dans le Sahara, où voilà, tu es en ligne droite pendant 300 bornes. C'est sympa, le régulateur, quoi. Au niveau de ton matos pour faire tes stories, ce genre de truc, tu es parti avec quoi comme petite caméra? Tu te filmais avec quoi? J'avais une caméra Insta 360 Oui. avec une perche. Mhm. J'avais mon smartphone. Mhm. Et j'avais aussi des Ray-Ban Meta Mhm. que j'ai peu utilisés. Là aussi, tu estimes que c'est suffisant, amplement suffisant? Ouais. Et je dirais même que bon, j'aurais pu avoir un drone, j'aurais pu avoir une deuxième caméra. Ça se voit beaucoup. Mais déjà comme ça me prenait beaucoup de temps Ouais. de faire une vidéo par jour, parfois deux. Mhm. Et donc j'étais arrivé du Maroc jusqu'à la fin à me dire il faut que je filme ça, il faut que je montre ça, Ouais. je vais dire ça. Donc toute la journée je pensais à ma vidéo du soir en fait. Ouais. Donc heureusement que j'avais pas une caméra en plus ou un drone. Justement, tu parles de ce que tu filmais. Tes réseaux sociaux, on peut te retrouver où? Alors c'est Motobriche Motobriche. et Frank One Life. Mhm. Mais qu'on tape l'un ou l'autre dans Facebook ou Instagram, Ouais. on va retrouver. Et là, on peut retrouver toute ton aventure. Et là, si je peux faire un commentaire, enfin, j'ai consommé énormément de ton contenu. Et je trouvais justement que c'était filmé simplement, mais hyper humainement. Tu vois, il n'y avait pas ces plans auxquels on est habitué maintenant. Il y a le drone, mais je trouve que tu avais beaucoup plus d'âme dans ce que tu as produit. Je ne sais pas si c'était voulu ou tu es comme ça. J'ai l'impression que tu es comme ça, mais en tout cas, c'est ce qui ressortait, quoi. C'était fait humainement avec beaucoup d'âme et c'était super agréable à regarder. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'un drone aurait pu faire de plus à ce niveau-là. Mais je suis content que ça t'ait plu. Oui, ben, je ne suis pas le seul, hein, tu as bien pu le remarquer. Que craignais-tu avant de partir? Est-ce que tu avais peur de la solitude, la peur des galères mécaniques ou de l'insécurité dans certaines zones? Honnêtement, j'avais peur de rien. Pas parce que je suis téméraire, mais parce que je ne savais pas où j'allais. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disaient bon courage. Et je disais merci, mais en même temps dans ma tête je me disais mais bon courage, je vais rouler à moto tous les jours, Oui. pourquoi on me dit bon courage? Oui, alors ça. que j'avais regardé beaucoup de vidéos, hein. Donc honnêtement avant de partir, la solitude, j'aime bien être seul, donc non, j'avais pas peur, Ouais. mais après ça a changé. Tu as très peu testé ta moto, tu l'as dit. Ma moto je l'ai quand même essayé quand j'avais tout attaché Ok, oui, dans, c'est ce que j'allais demander. dans des chemins de terre. Mhm. Pour que ça résiste aux vibrations, Ouais. pour voir si tout était bien monté. Mais j'avais, à part un sac, j'avais rien de monté Ouais. sur ma moto, tu vois. Donc, Physiquement, ta préparation, c'était quoi? Est-ce que tu as fait un petit peu attention en fait, l'année dernière, j'ai fait beaucoup de trail. Mhm. J'ai même fait le GR20 en Corse. Tu vois ce que c'est? Oui. Je l'ai fait en 5 jours. Ouais, Normalement, ouais, physiquement, t'es pas monsieur tout le monde. normalement quoi, c'est quand même. 15 jours. Ok, Pour te dire d'accord. que l'année dernière, j'ai vraiment beaucoup couru. Ouais. Et voilà. Je fais pas de vélo, non, de la course à pied. Et puis cette moto était confortable. Ouais. Ouais. Mais ça veut dire que pour entamer ce genre de périple, physiquement, il faut être quand même... Je sais pas, j'ai pas envie de donner de. J'ai pas la prétention de dire qu'il faut être prêt physiquement ou quoi. Je dirais juste qu'il faut être prêt à accepter que tout ne soit pas parfait. Enfin, C'est beau, ça. il faut être prêt à faire face aux imprévus, mais physiquement, écoute, ce qu'il faut quand même, c'est pas de la prétention ce que je vais dire, pour moi, c'est quand même une certaine maîtrise de la moto. Il faut maîtriser le freinage d'urgence et être habitué d'anticiper, etc. Ouais. Et je trouve que l'enduro, pour ça, c'est une école extraordinaire. Je connais même des douaniers à moto. Mhm. Ils sont allés faire un stage d'enduro parce Ok. que on leur dit qu'ils apprennent des réflexes qui vont leur servir Le après. vrai bon conseil, tiens. Ouais. Il faut être attentif. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'imprévus sur la route. Ouais. Et c'est pas vraiment la même chose qu'ici. Donc, Pour avoir encore parcouru tes réseaux, tu as un bon niveau de moto, on peut le dire. C'est surtout au niveau de l'enduro que c'est ça qui t'a apporté. Mais je suis un pilote amateur. Oui. Vraiment amateur. On était très fort à la 3e mi-temps.
Tu vois, Ouais. j'ai pas été champion de Belgique, rien du tout. Non, Mais j'ai fait une bonne dizaine d'années d'enduro. Ouais. Et j'ai fait plusieurs fois la course de la Chinelle. Je sais Oui, pas si tu oui, vois. tout à fait. bien J'ai sûr. fait l'enduropal du Touquet. Donc j'ai roulé dans le sable, j'ai roulé Ouais, dans la ouais, boue, dans des conditions vraiment difficiles. Et ça t'apprend beaucoup de choses, l'enduro. Donc voilà, ouais, j'ai beaucoup roulé en enduro. Pourquoi tu as choisi de partir le 2 janvier? Pourquoi cette période-là? Ah, mais déjà, ça t'évite d'être dans la saison des pluies. Après, tu peux décaler, partir plus tard. Moi, je voulais marquer le coup. Mhm. Je sais pas si tu vas comprendre ça, enfin, si tu vas être réceptif à ça, mais 2026 dans la numérologie, si tu additionnes tous les chiffres, ça fait 1. Ah oui. Et on dit Oui. donc que 2026, c'était une renaissance pour tout le monde, pour tous les hommes. Ouais. Et donc voilà, je me suis dit, j'attaque et je fais ça le lendemain du premier, comme ça je peux me reposer, Oui. voir ma famille. Et je pars le 2, c'est le début d'une année, c'est Oui, le oui. renouveau 2026. Ah non, mais belle symbolique, oui, tout à fait. Voilà. C'est marrant parce que ma question suivante, c'est est-ce que tu avais des porte-bonheur ou des fétiches avec toi pour partir? Si tu acceptes de nous dire Bien ce que sûr. c'était, parce que c'est peut-être intime. J'avais un nounours de ma grand-mère là sur Oh, c'est beau, ouais. sur mon guidon. Elle a fêté ses 99 ans pendant que j'étais parti. J'avais quelques gris-gris que ma femme m'avait laissés. C'était des photos, des petits mots. Ouais. Ma filleule aussi. Ouais. Et puis j'avais un porte-clés que des amis m'avaient offert. J'avais quelques objets. Et puis ma femme m'avait fait aussi une pochette photo que j'ai pas ouvert avant de partir. Mais elle m'avait dit, si t'as un coup dur, tu pioches là-dedans. Et c'était toutes des photos de nous, de ma famille, tu vois. Donc, Ça t'a servi? ah ouais, hein, ouais. C'était quoi ton état d'esprit la veille de ton départ? Tu dors comment entre la nuit du 1 au 2? Eh ben, j'ai bien dormi, mais je me disais quand même, enfin, je sais pas, dès le départ, il y a quelque chose qui me... C'était pas comme quand je fais d'autres aventures où je suis méga excité. Il y avait, donc je t'ai dit, j'avais peur de rien, mais il y avait quand même quelque chose je sais pas, qui m'impressionnait en fait. Ah oui, ok. Ouais, je me disais, pas que j'allais pas y arriver, mais je sais pas, il y avait une certaine force qui me faisait quelque chose de bizarre. Ouais. Donc quand tu montes sur ta moto, c'est pas je fonce, j'ai envie d'aller, au moment où justement la première vidéo où tu fais signe aux gens, t'essayes de pas te viander sur la neige, Ouais. parce que tu pars quand il neige. Mais j'étais entre les deux en fait. Ok. J'étais excité et puis en même temps j'ai eu une petite larme aussi dans mon Ouais, casque. j'imagine. Et enfin, tant que j'étais en Europe, ça allait, l'Espagne et tout, parce qu'en plus j'ai été dormir chez la maman d'un ami en Espagne. Mhm. Tu m'as demandé tout à l'heure, mais c'est les seules personnes que je Oui, connaissais. oui. Et puis, quand j'ai dû traverser pour le Maroc, là, je me suis dit, ce coup-ci, ça y est, quoi. Ça commence à devenir sérieux, c'était Ouais, dans le bateau. Parce que là, ouais. tu changes de continent. Ok. Donc, ça a été un petit moment spécial. Ouais. Et puis voilà, après, j'avançais, mais c'était particulier, quoi. Voilà. C'était quoi ta toute première vraie surprise? Le moment ou la situation à laquelle tu ne t'attendais pas? T'en as eu, je suppose, des dizaines. Ouais. C'est quand je suis arrivé en Mauritanie. Ok. Donc là, tu arrives... Enfin, je suis arrivé à Nouadhibou, où j'ai été dormir. Et là, j'ai vu des véhicules qui étaient en vrac, mais qui roulaient. Le code de la route n'existait pas. Il y avait un gars qui remplaçait ses amortisseurs en plein milieu de la route parce qu'il était en panne. Ok. C'était la première chose à laquelle je ne m'attendais pas. C'était un choc, quoi. Un choc, ouais, c'est ça. Ouais. Ton premier doute, genre j'ai fait une connerie. C'était vers la fin du Maroc, quand j'ai dû attaquer le Sahara. Là, c'est 3 ou 4 jours, je ne sais plus, où tu es seul toute la journée. C'est des lignes droites dans le désert, il n'y a rien. Et je me disais, qu'est-ce que je fous là et tout. Est-ce que je continue? Je me suis souvent demandé si j'allais faire demi-tour. Hein. Ouais. Mais j'avais toujours ma petite voix qui me disait, non, vas-y, il y a un truc à aller chercher. Et voilà. C'est ça ton premier coup de mou où tu es à 2 doigts de faire demi-tour, quoi.
Ouais, on va dire Le ça. plus gros coup de mou, c'est quoi? Vraiment le plus gros doute? Le plus gros je doute, pense. c'est le Nigeria. Le Nigeria, oui. Où là, j'avais trouvé un plan pour ramener ma moto. J'avais ficelé mes bottes dessus, tout. J'étais prêt à acheter un billet d'avion, quoi. Ouais. Et puis j'ai trouvé un plan B par hasard, quoi. Là encore, on va peut-être envoyer les gens vers Ouais. ton Facebook ou peut-être que tu en parleras sous d'autres médias ou ce genre de choses parce qu'on ne va pas savoir faire le tour pour le podcast, mais le Nigeria, c'était quelque chose. Hein. C'était difficile. Ouais. Bon, j'arrivais aussi avec mon conditionnement d'Européen. Et aussi conditionné par les vidéos que j'avais vues d'autres voyageurs. Mais quand même, il y avait un climat assez particulier, énormément de contrôle sur la route. Donc tu te dis, s'il y a autant de contrôle, ok, c'est pour ma sécurité, mais ça veut dire qu'il y a une raison. Ouais. Puis sur la porte de certains commerces ou des hôtels, tu avais un revolver barré. Ouais, on le voit bien sur ton Facebook. Voilà, j'étais pas à l'aise du tout là-bas. Est-ce qu'on peut dire que tu forces certains checkpoints? Oui, on peut le dire. Hein. Je l'ai fait carrément. Je passais à moto à travers, quoi. Ouais. Franchement, ceux qui le font en voiture, j'ai vu aussi quelques vidéos là-dessus. Ils avancent pas, hein. Ils se font arrêter tout le temps. Ouais. Et à moto, tu passes à travers. Voilà, quoi. Il faut savoir aussi qu'un checkpoint, c'est un moyen pour te faire soutirer de l'argent aussi. Ça peut, ouais. Ça hein. peut, ouais. Et puis il y a des faux checkpoints. Ok. Où là, tu as des malfaiteurs, je sais pas comment on peut les Ouais, appeler. oui. Eux, ils veulent carrément. Oui, eux, c'est clair, ils veulent juste prendre de l'argent. Hein. Est-ce que tu as connu un gros coup de boost où tu t'es dit c'est bon, j'y vais, enfin tu étais down et après il y a un truc, un événement ou une pensée qui a fait que tu dis non, je continue, je fonce. Ce qui m'a... bon, déjà, j'avais ma femme et une amie qui étaient mes épaules par téléphone. Ouais. Et puis sur le terrain, j'avais Latif et Christophe que j'ai rencontrés pendant le voyage. Mais sinon, mes coups de boost, c'était les réseaux sociaux aussi. Hein. Et où vraiment je me suis senti repousser des ailes, c'est quand je suis arrivé en Namibie. Voilà. Là, c'était un changement de voyage. Et on s'approchait de la fin. Et là, j'ai retrouvé de l'énergie. Ouais. Ta plus belle rencontre? C'est avec moi-même. Ok. Ouais. Ton plus gros coup de fatigue? J'en ai pas eu. Parce que quand je suis dans un défi comme ça, ça s'est transformé en défi, je suis focus et je lâche rien. Mais par contre, là, donc ça fait 10 jours que je suis rentré, je commence seulement à me sentir physiquement mieux. C'est quand je suis rentré que j'ai eu un coup de fatigue. Ouais. Mais là-bas, ça a été... L'image que tu n'oublieras jamais? L'image, c'est le contraste. Enfin, c'est pas une image, le contraste. Ouais, ok. Non, mais c'est... Ouais. Sinon, j'oublierai jamais cette pirogue. Oui. Que j'ai pris pour rejoindre le Nigeria pour rejoindre le Cameroun depuis le Nigeria. Quand même ça, non, j'oublierai jamais. C'était un peu la pirogue de la délivrance où tu laissais une sale période derrière toi peut-être. Ouais. Et j'ai l'impression que j'ai laissé aussi des parties de moi-même là-bas au Nigeria. J'ai repoussé mes limites tout au long de ce voyage, mes limites de peur, de l'appréhension de l'inconnu. J'ai fait des trucs quand même assez intenses, quoi. Tu as laissé quoi de toi là-bas? Est-ce que il y a une partie de toi dont tu t'es débarrassé là-bas? Alors, ça peut faire contradictoire ce que je vais dire, mais j'ai laissé une partie de mon orgueil. Oui. Parce que l'Afrique t'impose l'humilité, elle te gifle du matin au soir, elle te rappelle que c'est elle la maîtresse, je vais dire, celle qui dirige. Je dis pas que aujourd'hui je suis humble, mais en tout cas j'essaye de l'être. Et j'ai envie d'apprendre à me taire, déjà de plus parler des choses que je ne connais pas, parce que je parlais de l'Afrique alors que finalement je la connaissais depuis mon divan avec mon téléphone. Et donc j'ai envie d'apprendre à me taire, et aussi je me rends compte qu'à chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, mais ça me prouve qu'avant, alors que je pensais tout savoir, je ne savais pas, puisque j'apprends encore quelque chose de nouveau. D'accord. Donc, ouais, c'est ça. Ça me donne envie de me taire.
juste de vivre ma vie et d'accueillir ce qui vient, de plus donner de conseils. Voilà. Je m'en veux de revenir à des questions terre à terre, parce que ce que tu dis est juste dingue. Tes pépins mécaniques. Le seul pépin, c'est une crevaison à l'avant, donc sur le pneu avant, la veille de terminer mon voyage. C'est incroyable, hein, donc après 22 000 km, je crève un pneu, c'est un arrachement de la valve. Je roulais à 120 km/h. Donc j'ai été surpris parce qu'un arrachement de valve, c'est d'un coup. Oui, d'un coup, tu perds la pression. Ouais. Mais sinon, rien du tout, quoi. Zéro problème. Et en plus, c'est la roue la plus facile à réparer, quelque part. Ouais, c'était facile, sauf que j'ai fait une pincette j'ai vu. sur ma chambre à air. Et là, j'ai des gars qui se sont arrêtés, qui m'ont bien aidé. Les derniers kilomètres, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'était compliqué, les derniers kilomètres. Est-ce que tu n'avais pas envie d'arriver, peut-être? C'était compliqué parce que c'était pas compliqué parce que c'était difficile physiquement, mais c'était plus se dire ça fait 3 mois que je vis dans l'intensité, que je fais des vidéos, que voilà, il y a de l'excitation, et puis là, ça y est, t'arrives au bout, ça fait un peu comme si c'était la fin du game, tu vois. J'ai eu un coup de blues le dernier jour. Hein. Mais ça s'est ressenti à fond, que je suis certainement pas le seul à avoir remarqué ça, où tu étais vraiment... Ouais. J'étais un peu triste que ça se termine. Oui. Mais d'un autre côté, très content de rentrer chez moi. J'ai aucun regret que ce soit terminé. Et je suis content parce que je suis content de l'avoir fait, je suis content d'être rentré. Donc j'ai trouvé un bel équilibre entre les deux. C'est cool. Comment sont perçus les motards et la moto dans les différents pays que tu as pu traverser? Ils sont très bien perçus. Déjà, donc, les locaux ont beaucoup de motos, mais c'est des motos chinoises, des 125. Des utilitaires, quoi. Ouais, c'est ça. Mais donc, ils aiment le 2 roues. Ouais. Et donc, quand tu arrives avec ta moto, tout de suite, il y a un attroupement, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'en voir. Bon, dans les grandes villes, il y en a quand même, mais je trouve que ça ne court pas les rues non plus. Et donc, de manière générale, c'est bien perçu, quoi. Ta moto, elle est où actuellement? Elle est entre Rotterdam et Cape Town. Elle est plus ou moins à la moitié du trajet dans l'océan Pacifique. Donc elle est ficelée dans un conteneur? Conteneur maritime, ouais. Sur un énorme bateau. Elle va bientôt arriver. Tu la récupères quand? Théoriquement, là, d'ici 3 semaines maximum. T'as hâte de la revoir? Quand même, ouais. Tu en fais quoi après? Parce qu'on est un peu dans ton bureau ici, je vois qu'il y a une belle CBR. Tu vas en faire quoi? Tu vas la mettre à côté de la CBR ou bien? Je sais pas. Je sais pas. Okay. Peut-être que je vais la vendre et je vais mettre état neuf. Jamais de compétition. Non, mais bon, aujourd'hui, tout ce que je fais, quasiment, c'est un autofinancement. Oui. Bon, j'ai eu des sponsors, mais l'aventure ici, ça m'a coûté un bras. Donc, s'il faut voir le type d'aventure que je vais faire, est-ce que cette moto va encore correspondre? Est-ce que je vais encore faire des aventures avec ma moto? Parce que j'ai une idée où c'est pas à moto aussi. Donc, si à un moment je dois la vendre, je la vendrai, quoi. Ok. Avec le recul, l'Africa Twin, bonne ou mauvaise idée? C'était quoi ses points forts et c'était quoi ses points faibles dans ton aventure? Alors, c'était une excellente idée. Ses points forts, c'est la fiabilité, le confort, même son look. Enfin, je veux dire, c'est une super moto. J'ai adoré rouler avec cette moto. Les points faibles, c'est juste des options qui manquaient. Oui, tu as le régulateur. Régulateur et la selle chauffante pour le départ, les poignées chauffantes. Oui. Le principal truc, c'était le régulateur. Ouais. Sinon, j'ai pas de points faibles. Super moto. Ouais. L'importance des soutiens sur les réseaux sociaux, ça t'a vraiment sorti de moments de doute et de faiblesse? Ça t'a vraiment boosté de voir les nombreux commentaires, les gens qui te soutenaient? Ouais, ça m'a boosté, mais c'était pas la reconnaissance qui me boostait, tu vois. C'était pas la pseudo-notoriété, parce que, tu sais, 80 000 followers, enfin 85 maintenant. Oui. 85 000 dans l'écosystème des réseaux sociaux, c'est rien du tout. Par rapport à... Oui, Tu vois,
un vrai youtubeur et tout. Il a 200-300 000 plus sur YouTube. Enfin, c'est encore un autre niveau. Mais c'était plutôt la bienveillance des inconnus à mon égard qui m'a... Oui. Tu vois, il y avait des messages du style tes vidéos, c'est notre bulle d'oxygène, c'est notre rituel le matin, merci pour ta bonne humeur, ça nous met de bonne humeur. Tu vois, alors qu'on est dans un monde où on dit ouais, il n'y a plus rien qui va, et un monde assez sombre, j'ai trouvé sur les réseaux sociaux de la lumière. Oui. Aussi en Afrique, même chose. Dans certains endroits où c'était très pauvre, les gens trouvaient aussi la lumière. Et du coup, je me disais, voilà, ça dépend comment on se positionne en fait dans la vie. Et les réseaux sociaux m'ont ravivé ma flamme, je vais dire, à ce niveau-là. Et donc, j'étais content, quoi. Ouais. Ça faisait du bien pour me commencer ma journée. Ouais. Une série de questions beaucoup moins sérieuses. Ta plus grosse pointe de vitesse, c'était où et combien? Tu ne dis pas sérieuse, mais tu le poses très sérieusement. C'était en Namibie, avant d'arriver à Swakopmund. J'avais une ligne droite de 85 km, je crois. Mais c'était une vraie ligne droite. Il n'y avait rien. J'ai croisé 2 voitures sur 100 km. Et là, je me suis couché sur mon réservoir. Je suis monté à, je pense, 190. Ouais. Ce qui était pas mal parce qu'avec le poids et tout, ça guidonne. Enfin bon, ça allait quoi. Mais en plus, tu sais, je sais pas si tu as vu ça, que j'avais un petit souci avec mon pneu avant. Donc 190 avec le pneu avant qui vibrait, c'était pas mal. Ton moment le plus drôle? Le moment le plus drôle, c'est avec les Marocains. Que ce soit le Marocain que j'ai rencontré en Namibie ou les Marocains que j'ai rencontrés, enfin Latif que j'ai rencontré en Mauritanie, ou les autres Marocains. Et donc voilà, j'ai pas un moment particulier, mais ils ont de l'humour, ils ont de l'inspiration. J'ai beaucoup rigolé avec eux. Ouais. Un petit moment de, j'appellerais ça de triche ou de bluff pour te sortir d'une situation compliquée? Alors, souvent, on me disait je veux ta moto. Ça pouvait être la police, la douane ou des gens un peu dans les stations-service ou des trucs comme ça. Et donc, à chaque fois, je disais en fait, ma moto, c'est pas ma moto. Sinon, je te la donnerais, il n'y a pas de problème. Mais elle appartient à Honda. Et moi, je suis un pilote professionnel et je roule pour le développement de la moto. Donc sur cette moto, il y a plusieurs balises GPS. Ils étudient tout et ils m'ont mis en Afrique parce que les conditions sont difficiles par rapport au sable, à la poussière et tout. Donc je te déconseille de prendre la moto. C'est vraiment génial. Ouais. La première chose que tu faisais quand tu arrivais à l'hôtel ou dans ton logement, qu'est-ce que tu faisais en premier? Une fois que tu étais descendu de la moto, tu rentrais dans ta chambre? Mes lessives. Ouais. Donc je lavais mon t-shirt, mes chaussettes et mon slip. Oui. Comme ça pouvait sécher. Ouais. Et ensuite, je passais à la vidéo. Souvent, j'appelais mes proches avant. C'était ça, tous les jours. Le truc le plus sympa que tu as mangé? J'ai mangé du bœuf en Namibie qui était vraiment excellent. Ouais. La question naturellement, c'est le pire. Désolé pour les autres. Moi, j'ai testé des plats qui étaient bons, notamment au Cameroun. Ndiolé, je crois que ça s'appelle. En plus, c'est un ndiolé spécial parce qu'ils avaient ajouté des crevettes. Donc, ça paraît que c'est le ndiolé du Seigneur. Voilà. Et voilà. Et d'ailleurs, au Cameroun, j'ai aussi beaucoup rigolé avec les Camerounais. C'était top. Je reviens sur la question. Les Camerounais, ils sont aussi... Les Marocains et les Camerounais, ils sont à part. À part, ok. Ouais. Le pire truc que tu aies mangé? Des frites mal cuites. Ah oui, c'est ça. C'est tout. C'est dur. Ça. Parce que j'ai pas testé. Il y avait des trucs. Il y avait de la nourriture que j'ai pas l'habitude de manger, mais j'ai pas testé. Il n'y avait pas de truc infâme? Non. Tu n'as jamais été malade? Non. Ok. J'ai rien testé de spécial. Ok. Alors j'ai cru comprendre à travers certaines de tes stories que la musique avait quand même une certaine importance pour toi. Ouais. Qu'est-ce que tu avais dans ta playlist personnelle? Tu roulais avec de la musique? Ouais. Alors qu'avant, j'étais
presque dans le jugement de dire ouais, à moto, on écoute son moto. Ouais, d'accord, bah oui, bien sûr. Ouais, ouais. Et puis en fait, j'avais quand même un intercom dans un ancien casque. Mhm. Je me suis dit, je vais le mettre. Et j'écoutais de la musique. Alors, moi, j'écoute vraiment de tout. Ouais. Mais ce que j'avais le plus là, c'était Rodrigo Amarante. Donc, c'est la musique de Narcos. C'était un morceau en acoustique, tu vois. Ouais. J'avais Portishead. Tu vois, Très bien. Je l'ai mis plusieurs fois en story. C'était Ouais. Road. Et puis, j'avais aussi de la musique, genre de la flûte des natifs américains. Mhm. J'avais du handpan, tu vois, de la musique Oui, un peu oui, de tout à fait. méditation. Oui, oui. Et puis j'avais des morceaux de rock, genre Neil Young, Ouais. Sweet Home Alabama, tu vois. Oui, oui, tout à fait. Quelques morceaux de rock et un peu de rap aussi. Tu vois, j'avais un peu de tout. Ouais. C'était cool. Quelle suite tu comptes donner à cette aventure par rapport à ce voyage-ci? Tu as commencé à faire des rencontres de followers et d'abonnés. Est-ce que tu as des projets? Tu as peut-être des projets secrets dont tu ne veux pas parler, mais quelle suite tu aimerais donner? Un livre, des conférences, une vidéo plus longue? J'aimerais écrire un livre. Et normalement, ça va se faire sur base de mes notes, de mon carnet de voyage, quoi. Ah, ok, tu prenais des notes. Ouais. Ouais. Et puis, honnêtement, si je pouvais choisir mon avenir comme ça, je chercherais à travailler pour une chaîne de télévision Oui. ou un magazine Ouais. ou une marque Ouais. et qu'on me donne une mission, en gros. Voilà, Mhm. tu vas faire ça. On a besoin de ça et ça comme rapport ou comme test Ouais. ou comme image, ou Oui, n'importe oui, oui. quoi, n'importe aventure à moto, à pied, si quelqu'un nous entend. Voilà, donc moi, bon, il y a un moment où moi je peux pas me permettre de faire ça tout le temps si Oui. je suis pas financé. Financièrement, c'est lourd. Ouais. Mais j'ai trouvé que cette communauté était authentique Mhm. et j'ai pas envie de m'arrêter là, quoi. Ouais. Bon, pour moi-même, parce que j'aime ça, je fais toujours plein de trucs, mais aussi de continuer avec les réseaux sociaux, parce que c'était vraiment cool, quoi. Et j'ai eu l'occasion dimanche dernier de rencontrer des gens dans une conférence sur le voyage où j'ai été invité pendant Oui. 1 heure. Mhm. Du coup, j'avais communiqué, il y a des followers qui sont venus, et c'était super agréable de tout de suite être sur la même longueur d'onde, de parler moto, mais pas que, aussi voyage, aventure. Donc c'était des discussions entre passionnés, et bah, c'est génial, quoi. Ouais, c'est le plus beau, évidemment. C'était Ouais. sur la même longueur Ouais. d'onde. Et j'ai écouté aussi leurs histoires, tu vois. Ils m'ont expliqué un gars qui avait fait l'Afrique dans les années 70, et du coup, voilà, Oui. c'était gai d'écouter son histoire aussi. Et voilà, c'est chouette, quoi. Après avoir fait Philippeville, Cape Town en moto, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à moto comme aventure? Il y a 2 grandes aventures qui me tentent. Ouais. C'est Philippeville, Bangkok. Ça, il y a des gars qui l'ont fait, hein. Il y a un groupe de motards du côté de Binche. Ils avaient déjà fait Binche, Cape Town. Et puis, ils ont fait cette année, enfin non, l'année dernière, Binche, Bangkok. Mais c'est des voyages classiques, hein. Ouais. Et ça, c'est pas mal aussi, quoi. Sinon, il y a le Tour d'Europe. Mais l'autre grande aventure, mais je ne sais pas exactement c'est quoi les noms des villes extrêmes. Mais en gros, tu pars, je pense, de l'Alaska et tu vas jusqu'en Patagonie. Ah oui, d'accord. Donc tu fais toute l'Amérique, donc l'Amérique et l'Amérique du Sud, quoi. Ça, c'est aussi un superbe voyage. Ça, ce serait... Ouais. Mais je me suis rendu compte que je connaissais pas l'Europe vraiment, en fait, donc ça pourrait être un beau voyage aussi de faire le tour d'Europe, même le tour de Belgique, hein. Il y a plein d'endroits que j'ai jamais visités. Parfois on va loin alors que tout près il y a aussi de la matière, quoi. Justement, dès que tu es rentré en Belgique, qu'est-ce que tu as fait? Je peux pas le dire dans le podcast. Non, mais évidemment j'ai retrouvé ma famille. Oui. Et sinon, je suis pas perché, je suis pas un moine bouddhiste, mais il y a près de chez, enfin moi j'habite en pleine campagne, et il y a un petit bois là-bas où il y a à quelques dizaines de mètres du chemin, il y a un arbre que j'aime bien.
Et je vais parfois là-bas m'appuyer un quart d'heure contre l'arbre. Ouais. Et c'est le premier truc que j'ai fait. Encore une question moins sérieuse. Est-ce que tu es parti au mois de janvier? Quand tu es rentré, est-ce que tu as trouvé que les nids de poules étaient plus grands, plus nombreux? J'ai trouvé qu'il y en avait pas mal, mais pas plus qu'avant. Ah, ok, ouais. Et moins hard qu'en Afrique. Donc je me suis dit, d'ailleurs ma femme elle a rigolé. Je dis, ouais, elle est belle la route ici. Elle dit, tu trouves qu'elle est belle? Ah oui, c'est ça. Pour Ouais. trouver les routes wallonnes belles, il faut aller voir. Voilà. Fort loin, il y a Je pire. me suis dit, franchement, on est bien en Wallonie, Oui, on est rassuré. Ouais. en Belgique. Merci Franck. Par contre, le coût de la vie, je sais pas. Ouais. Oui, non, mais bien sûr, oui, on peut. Par rapport à l'Afrique, là, quand même, pas que quand j'étais faire le plein, mais Ouais. faut faire attention, quoi. Ok. C'est une grande différence. Tiens, justement, la qualité de l'essence. J'ai eu aucun problème, Ok. même quand j'ai fait le plein via des bouteilles en plastique, zéro problème. Qu'est-ce que tu dirais à la personne qui veut tenter l'aventure? Il y a quelqu'un demain qui te contacte sur les réseaux sociaux et qui te dit J'ai pas envie de donner de conseils. ok. Juste, je pense que c'est peut-être pas fait pour tout le monde si on n'est pas prêt aux imprévus. Mhm. C'est tout. Sinon, ce serait plus des partages d'expériences sur l'équipement, Oui. répondre à des questions qu'on peut se poser avant de faire le voyage. Mais j'ai pas envie de donner de conseils. Les gens qui veulent te À contacter. part, excuse-moi, je Oui, te non, coupe, bien sûr. mais le conseil de bien maîtriser sa moto quand même. Quoi. Oui, c'est ça. Faut Ouais, savoir c'est- faire ouais, des ça, évitements, des freinages d'urgence. Ouais. Voilà. Les personnes qui veulent te poser des questions, elles te contactent où? Sur Instagram, Ouais. Messenger. On va arriver aux questions un peu passion. Bah déjà, merci de ton partage d'expérience. Avec un budget limité, tu mets quoi dans ton garage de rêve? Je mettrais une Enduro. Avec un budget limité, je mets une XR 250. Parce que c'est une moto, bon, c'est ma première moto, mais Mhm. c'est une moto qui te demande pas d'entretien, rien du tout. Et elle est superbe pour aller se balader, elle grimpe au mur. Voilà, une bonne vieille moto. Des années 90, 80, Ouais. tu vois. Justement, je voulais connaître un peu ton avis sur le monde de la moto actuellement, les modèles disponibles, les évolutions depuis le temps que tu roules. Tu vois ça comment? Moi, je suis pas le gars qui suit les magazines de moto, qui étudie les moteurs. Des fois, on me dit, il y a combien de chevaux dans ta moto? Je sais même pas répondre, tu vois. Mais c'est bon, je vois que l'électrique arrive et ça m'ennuie. Ok. Ça m'ennuie parce que moi, j'aime bien entendre un moteur, j'aime bien l'odeur de l'essence. Il faut que ça ronronne, que ça vibre, tu vois. Et ma passion, c'est peut-être bien le moteur qui l'a fait tourner, tu vois. Et aussi ces histoires de moto automatique, semi-automatique. Bon, c'est peut-être trop puriste, mais ça me dérange. Ça ne t'aurait rien apporté dans ton périple, Non. une boîte auto? Non. Après, le progrès, c'est souvent comme ça. Et puis quand on l'utilise, sur ma moto, il y a des options qui étaient d'office avec ma moto. Je parle de ma GS, où j'aurais jamais pris ça. Et maintenant, je me dis, ouais, c'est quand même pratique, quoi. Ok. Mais voilà, juste quand même le côté moto électrique, ça m'ennuie. Mais bon, s'il faut y passer, on y passera. Hein. La question qui va faire parler la moto, c'était mieux avant ou maintenant, Franck? Je pense que il n'y a pas de mieux avant. Enfin, si, il y a un truc qui était mieux avant pour moi, c'était les couleurs qu'on retrouvait sur les motos. Ah oui. Principalement dans les années 90. Oui, tu aimais bien le rose et le mauve. Ouais, le rose, le mauve, enfin, des couleurs flash. Pas que dans les motos, en fait, même dans les vêtements, dans les voitures. Aujourd'hui, c'est un peu plus aseptisé. Mais voilà, je trouve que les motos actuelles, c'est génial de les conduire, quoi. C'est d'autres sensations. C'est génial, quoi. Non, j'aime bien aussi. Avant de conclure, on peut rappeler tes réseaux sociaux? Donc, Motobriche sur Facebook et Franck One Life sur Instagram. Un mot de la fin, Franck? Merci à toi pour l'interview. Ah non, merci à toi. C'était chouette moi j'ai un slogan que j'aime bien, c'est One Life Live It. Voilà.
Personnellement, je trouve que j'ai qu'une vie et j'ai envie d'en profiter. Pas quand il sera trop tard, quoi. C'est un très beau mot de la fin. Merci Franck pour ta disponibilité et pour ce partage d'expérience. On va bien sûr continuer à te suivre sur les réseaux sociaux. On va guetter d'autres projets qui peuvent arriver. Les gens qui veulent te soutenir se manifestent, comme tu as parlé de tes envies, de travailler pour un magazine, pour une marque, ce genre de choses. Feu à volonté si vous voulez contacter Franck. Quant à moi, je vous remercie d'avoir prêté l'oreille à cet épisode. N'hésitez pas à partager, écouter ou réécouter les anciens numéros et à me suivre sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de diffusion. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Destin Mécanique, le podcast 100% passion et 100% moteur. Destin mécanique, quand les battements du cœur se comptent en tours minutes.